Si jamais Poutine se fait tuer, ce qui, j'insiste, est une possibilité, ou si il se prend un coup d'État, la situation peut devenir mais dramatiquement instable à l'échelle géopolitique mondiale. Parce que l'équilibre très délicat qui avait été amené par la confrontation Russie-États-Unis sera perdu. Et cet équilibre très délicat, il va vous créer des guerres dans toutes les zones périphériques, parce qu'il n'y aura plus ce double veto russo-chinois qui pouvait vous empêcher une guerre en Syrie, par exemple. Une vraie guerre en Syrie, un vrai débarquement, une vraie intervention américaine en Syrie. Ou en Iran, d'ailleurs, ou en Iran. Parce que là aussi, les Américains, à une époque, voulaient embrayer sur l'Iran. Et n'ont pas pu. Donc, si jamais Poutine perd le pouvoir en Russie, et pourtant, il a créé tout seul, comme un grand, j'insiste, hein, je considère, vous savez, c'est facile, Idriss, t'es qui pour dire que Poutine a mal joué? Je considère qu'il a très très mal joué. C'est que mon opinion, voilà, c'est que l'opinion d'un mec qui a enseigné la géopolitique 7 ans, mais qui l'a pas pratiqué et qui est sur YouTube là aujourd'hui. Donc évidemment, ça vaut ce que ça vaut. Mais de mon analyse et de mes compétences en géopolitique, Poutine a déconné. Et la seule raison pour moi qui pourrait expliquer qu'il n'ait pas déconné, ce serait justement que l'Ukraine ait pu s'armer nucléairement et que Poutine se soit dit j'ai une fenêtre là maintenant, c'est maintenant ou jamais. Sinon j'aurais une Ukraine nucléaire à mes frontières et ça c'est pas envisageable. Mais la situation avec une économie post-Covid où la Russie s'était quand même bouffé un pétrole négatif pendant quelques mois, la situation n'était pas du tout compatible en fait avec la possibilité donc de pouvoir renverser l'exécutif ukrainien aussi vite. Donc voilà ce dont je voulais vous parler maintenant en général. Alors, maintenant parlons des technologies de paix. Parlons des solutions pour faire la paix. Alors j'insiste, à toutes les personnes qui m'écoutent, quel que soit votre âge, le futur du monde, c'est aussi les peace tech. Vous savez, on parle de tout. On a les fintech, les technologies financières, on a les green tech, les technologies écologiques, entre guillemets. On a les clean tech, donc les clean tech, les technologies de recyclage, tout ça. Et bien, en fait, les peace tech, les technologies pour reproduire la paix, c'est quelque chose de vital. Et en fait, il faut que toutes les générations s'intéressent à la paix d'un point de vue technologique. Parce qu'en fait, la paix est considérée comme un art aujourd'hui. C'est considéré comme un tour de main du pâtissier. C'est-à-dire que vous avez des très très grands diplomates, comme Dag Hammarskjöld, ou comme les grands leaders de paix, Gandhi, etc., qui ont un tour de main, qui ont une méthode, une technique, ou même Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, hein, on était à ça de la paix en Israël et Palestine dans les années 90. Hein, on était vraiment à ça. Avec les accords de Camp David d'une part, mais c'est pas pour rien que Yasser Arafat et Rabin ont eu le prix Nobel de la paix, parce qu'en fait, on était vraiment, vraiment pas loin. Et même du temps de Sadat, en fait, avec, comment elle s'appelait, la Margaret Thatcher israélienne. Ah putain, j'ai un trou. Nanana, quelqu'un peut me le dire dans le chat. La Margaret Thatcher israélienne, comment elle s'appelait? Putain, c'est fou d'avoir des trous comme ça, à mon âge. Voilà, Golda Meir, voilà, merci, Golda Meir. Voilà, du temps en fait entre Sadat et Golda Meir, où là Israël venait de se doter de l'arme atomique aussi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'Égypte s'était retirée du Sinaï, c'est parce que l'Israël venait d'avoir l'arme atomique, ou en tout cas venait de le faire savoir, ce qui est pareil. Mais à l'époque, entre Sadat et Golda Meir, on n'était pas loin d'un processus de paix stable avec des méthodes, notamment une possibilité d'administration commune à Gaza, des choses comme ça, où du coup la bande de Gaza n'aurait pas été le ghetto abominable qu'elle est aujourd'hui. Mais il y avait des solutions qui se dessinaient. Mais la paix, des fois, c'est vraiment une fenêtre. Vous avez l'opportunité et si vous la ratez, vous l'avez ratée pour de bon. Et elle peut ne pas revenir pendant 30 ans. Donc, à toutes les personnes qui m'écoutent, ou pour vos enfants, ou pour vous, essayez de réfléchir à la paix d'un point de vue technologique, c'est-à-dire voir la paix comme une méthode militaire, en fait, comme une méthode reproductible. Parce que j'insiste, philosophiquement, vous avez trois grands niveaux. Vous avez l'art, l'artisanat et la technologie, pour simplifier. L'art, c'est pas reproductible, du tout.
L'artisanat, c'est un peu reproductible. La technique est reproductible. Et la technologie, c'est entièrement reproductible. C'est-à-dire que l'artisanat, c'est reproductible dans la méthode, mais pas dans la finalité. La finalité, c'est un affect, etc. Il y a une finalité non reproductible dans l'artisanat. Dans la technologie, la finalité est reproductible. Donc la technologie, c'est quelque chose qui est entièrement reproductible et prévisible. C'est-à-dire, voilà, ce micro, c'est une technologie, il est reproductible, prévisible, il marche. Là, j'avais pas ce micro la dernière fois, je l'ai maintenant, il marche. Bon. Cet ordinateur avec lequel je fais le live, c'est une technologie, il est reproductible, il est prévisible, je sais à quoi m'attendre quand je l'utilise. La paix, pour plein de raisons un peu débiles, est considérée comme un art. C'est-à-dire quelque chose de totalement pas reproductible. Alors, il y a évidemment des écoles qui considèrent que c'est de plus en plus qu'on peut avoir des sciences de la paix. Alors, en France, ça s'appelle l'irénologie, du grec eiréné, la paix. Et l'irénologie, évidemment, prend le parti de dire on a des sciences de la paix. Et on pourrait avoir des technologies de la paix. Mais concrètement, le diplomate au travail, le gars qu'on va envoyer pour des négociations entre la Russie et l'Ukraine, ça lui parle pas, ça. Pour lui, les technologies de la paix, ça n'existe pas. C'est des trucs, voilà, y a pas de... On peut pas innover en matière de paix, par exemple. C'est-à-dire que les processus de paix n'ont absolument pas changé depuis 100 ans. Les méthodes de résolution de conflits qu'on a n'ont pas changé depuis 100 ans. Et c'est grave parce que nos technologies ont changé depuis 100 ans, énormément, évidemment, mais absolument pas, donc, nos méthodes pour faire la paix. Et on a encore, en fait, en gros, Clémenceau, là, Clémenceau qui est un très grand Français, qui est quelqu'un de remarquable, mais que là où je l'aime pas Clémenceau, c'est qu'il nous a mis tout droit dans la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est Clémenceau qui a insisté pour que l'Allemagne soit humiliée par le traité de Versailles, qu'ils s'en prennent un max, etc. Et lui, il est mort dans l'entre-deux-guerres, donc il n'a pas vu la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est les décisions de Clémenceau qui nous ont aussi menés à la Deuxième Guerre mondiale. Mais Clémenceau, qui était un très fin négociateur et un génie de la politique, s'il était vivant aujourd'hui, mais il verrait aucune différence. À part, oui, ok, il y a l'arme nucléaire, très bien, mais il verrait, dans les méthodes de négociation de paix, il verrait aucune différence avec les méthodes de son époque. Et c'était il y a 100 ans. Et c'est un énorme problème. Donc, la question maintenant qu'il faut poser, c'est comment, quelle technologie, quelle méthode pourrait consolider la paix en Ukraine. Et là, il faut comprendre un premier point, c'est que souvent on voit la guerre, les diplomates, les négociateurs, voient la guerre comme un jeu à somme nulle. Alors qu'est-ce que c'est un jeu à somme nulle? C'est, vous avez une pizza, si j'en prends, ça en fait moins pour toi. Voilà. Donc mon fameux, ce que Serge Choudobletov m'avait appris, quand on partage un bien matériel, on le divise, quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Et c'est bien pour ça que j'avais fait ma thèse sur la noopolitique, la géopolitique de la connaissance, parce que la connaissance se multiplie. Donc elle n'est pas dans un jeu à somme nulle. Mais les territoires sont évidemment des biens à somme nulle. C'est-à-dire qu'un territoire, soit il est à vous, soit il est à quelqu'un d'autre. Eh bien, il y aurait peut-être des technologies politiques pour faire que les territoires ne soient pas à somme nulle. Vous allez me dire, mais Idriss, de quoi tu parles? Un territoire, soit il y a un drapeau, quoi. Le drapeau, il n'y a pas deux drapeaux sur un territoire. Alors en fait, si.